2026, c'est une année électorale. Pour y voir plus clair et pour mieux connaître ceux et celles qui veulent diriger le Québec, je vous propose des entrevues portraits avec les 5 candidats pour découvrir les humains derrière les politiciens. Ce soir, c'est Charles Milliard, qui est chef du Parti libéral du Québec depuis février 2026. Son parcours n'est pas ordinaire. Il a un bac en pharmacie, un certificat en économie et un MBA. Il commence sa carrière chez Uniprix, où il gravit les échelons jusqu'au poste de vice-président exécutif. Pendant 2 ans, il œuvre au cabinet de relations publiques national. En 2019, il devient PDG de la très influente Fédération des chambres de commerce du Québec. Mais c'est aussi un philanthrope qui a siégé sur le conseil d'administration de l'Orchestre symphonique de Montréal et du Festival de l'Anaudière. Au dernier sondage léger, 64% des Québécois disaient ne pas connaître Charles Milliard. C'est pour ça que je voulais lui parler dans le blanc des yeux. Bonjour, Charles Milliard. Bonjour. Bonjour. Alors, ce 64% de gens qui ne vous connaissent pas, on peut-tu amener ça à 0%, que tout le monde au Québec sache qui vous êtes? Premièrement, merci pour l'invitation. Deuxièmement, est-ce que 100% des Québécois connaissent Sophie Durocher? Il faudrait voir, mais je pense qu'une large partie des gens vous connaissent. Donc, d'être avec vous, ça fait œuvre utile pour augmenter la notoriété au Québec. Mais quand vous regardez ça, c'est quand même ce sont des chiffres important. Ouais. Qu'est-ce que vous voudriez, dès le départ, là, que les Québécois sachent sur vous? Qu'est-ce qui est important qu'ils sachent sur vous qu'ils ne savent pas? Bien, premièrement, je suis un fier Québécois. Je suis un amoureux de la politique. Ça fait très longtemps. C'est pas une vocation tardive pour moi. J'avais 18 ans. Je commençais à m'intéresser à la politique. Mais aussi que j'ai une expérience puis une crédibilité dans les missions de l'État. La santé, l'éducation, la culture. Donc, c'est des legs que j'ai donnés dans ma carrière jusqu'à présent et j'ai envie maintenant de les mettre au service de la politique. Alors, dans les 130 et quelques prochains jours, je vais continuer à rencontrer les Québécois puis à me faire connaître, mais à faire connaître aussi l'équipe puis la plateforme, parce que c'est pas seulement le chef. On sait que le chef, c'est important, mais moi, je veux être le chef de l'équipe et je veux présenter l'équipe aussi. Mais aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'on vous connaisse vous en dehors de la politique. Pourquoi c'est important de savoir d'où vous venez, Charles Milliard? Parce qu'on veut gagner la confiance des Québécois. Alors, c'est important que les gens... La politique, c'est une science humaine. Hein? C'est la capacité d'inspirer la confiance chez les gens. Alors, les gens ont besoin de comprendre, évidemment, qui je suis, ce en quoi je crois, mais aussi où je veux amener le Québec et où je veux le faire avec mon équipe. Alors, je pense que c'est important de laisser des traces de cette réflexion-là que je vais offrir aux Québécois. Je suis constamment sur le terrain. Je fais des milliers de kilomètres à chaque mois parce que je pense que c'est sur le terrain qu'on gagne des élections. D'où je viens? Moi, je vais répondre à la question. Vous venez de Lévis. Vous êtes né en 1979. Je trouve que c'est toujours important de comprendre papa, maman, ce qu'ils font, puis l'influence que ça a pu avoir sur vous, les valeurs qu'ils ont pu vous transmettre. Votre père, charpentier menuisier, quand j'ai lu ça, Charles, je me suis dit, il est comme Jésus. Le père de Jésus, Joseph, c'était un charpentier, lui aussi. Alléluia. Alléluia. Mais effectivement, mon père charpentier menuisier dans la région de Québec. Donc, pour les gens de Québec, en fait, mon père a construit la plupart des centres commerciaux à Québec, que ce soit la Galerie de la Capitale, la place Laurier, la Pyramide à Sainte-Foy. Puis ensuite, il a travaillé pendant plus de 20 ans au chantier Lévis. Chantier maritime à Lévis, qui est un des plus grands employeurs, évidemment, avec Desjardins à Lévis. Et donc, on a vécu dans les années 80-90 la vie du chantier Lévis que vous connaissez sûrement avec des cycles de grande prospérité, des cycles de chômage. Donc, cette vie-là, vraiment lévisienne, je l'ai vécue grâce à mon père et à ma mère. Ma mère, enseignante dans le secteur public, prof de français, prof de théâtre. Elle a enseigné dans toutes les écoles où je suis allé, au primaire et au secondaire. Donc, ça a même été ma directrice d'école en secondaire 4. Alors il y avait des plus et des moins. Disons que les gens me taquinaient pas trop parce qu'il y avait la directrice qui était dans le bureau à côté. Mais une amoureuse de l'éducation, du français et qui a eu la chance dans les dernières années de sa carrière d'être directrice d'école aussi. Alors, qui m'a inculqué des valeurs que j'essaie de représenter aujourd'hui maintenant. Mais c'est intéressant parce que je regarde vous et votre frère Louis, vous êtes tous les deux devenus pharmaciens, issus donc, vous êtes tous les deux allés à l'école publique, donc des parents d'origine quand même modeste. Vous êtes, vous et votre frère, deux produits de
du système de l'éducation québécois qui dit, ben, vous pouvez partir, vous pouvez être fils de charpentier, puis aspirer quand même à faire des grandes études. Oui, puis à être assis devant vous ce soir. Et Oui. c'est la force du système d'éducation au Québec. Moi, je dis toujours que c'est l'ascenseur social par excellence. C'est la meilleure façon d'essayer de gagner plus de sous, d'avoir moins de difficultés dans la vie, puis de pouvoir aspirer à des choses qui sont plus grandes que nous, finalement. Parce que la politique, c'est un peu ça. C'est un sport d'équipe, mais on vise à aller plus loin que soi-même. Alors, je suis très, très fier de ça, de l'avoir fait. Puis je suis pas là pour juger les différents systèmes d'éducation qui existent, mais je suis très, très fier d'avoir été à la Polyvalente de Lévis, au Cégep de Lévis-Lauzon. J'ai été président, on a vu une photo tout à l'heure, de la fondation du Cégep Ouais. de Lévis. Donc, il y a une espèce de retour aux sources qui se vit avec mon implication politique ça me rend très fier. Puis je pense qu'on a le droit de dire qu'on est fier, puis qu'on est content de notre parcours. Absolument. Et on le dit pas souvent au Québec. L'humilité, c'est important, mais la fierté, ça l'est aussi. Parce qu'on est au Québec, c'est intéressant que vous parliez de ça, on est au Québec des fois dans la notion de né pour un petit pain, mais les gens qui sont ambitieux, des fois, ont peur de dire, ben moi, je visais haut et je me suis rendu haut. Effectivement. Il faut être fier de ça, puis il faut inculquer ça à la jeune génération aussi, qui, je trouve, manque un peu d'espoir puis de rêve collectif. On le voit dans le taux de décrochage chez nos jeunes au secondaire. Donc, je ne veux pas trop aller sur les dossiers politiques, mais ce besoin d'espoir-là, je pense que les jeunes doivent le voir dans des gens qui ont réussi leurs objectifs. Et j'étais à la Polyvalente de Lévis récemment, puis je me suis rappelé qu'on m'avait mis sur le mur des célébrités avec mon frère, avec des joueurs de hockey, tout ça. Puis le geste peut paraître banal, mais c'est toujours une fierté de voir que le petit gars qui avait 16 ans, qui allait à la cafétéria s'acheter probablement trop de galettes à l'avoine à l'époque, ben finalement, il est sur le mur des célébrités, puis finalement, ben il est chef d'un parti politique, puis le plus vieux parti de l'histoire du Québec. Donc, les rêves dans la vie sont possibles. Qu'importe les rêves qu'on a, il faut être fier, puis il faut en parler, puis il faut inspirer ceux qui nous suivent. Vous avez été mis sur le mur des célébrités. Est-ce que quand vous étiez au cégep ou au secondaire ou au primaire, est-ce qu'à un moment donné, vous avez été victime d'intimidation? Est-ce que des fois, vous avez été victime de ça? Pas beaucoup. Je dois vous dire que j'ai fait partie des privilégiés qui ont passé leur cursus scolaire dans les années plus difficiles assez bien. Je vous le disais avant d'entrer en ondes, j'étais un peu en surpoids quand j'étais plus jeune. Donc, évidemment, les cours d'école étant ce qu'elles sont, j'ai vécu ça un petit peu, mais vraiment, vraiment mineur. Là. Quand je regarde des situations qu'on voit dans l'actualité sur l'intimidation, sur la recrudescence des propos haineux, diffamatoires, je peux dire que j'ai fait partie des privilégiés quand même là, dans ma jeunesse. Alors, vous choisissez de devenir pharmacien. Moi, ma nièce, elle étudie en ce moment en pharmacie, en France, mais peu importe. Et elle me fait toujours des blagues. Elle dit, ben, les facultés de pharmacie, c'est rempli de gens qui voulaient devenir médecin, mais qui n'avaient pas d'assez bonnes notes pour devenir médecin. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous rêviez d'être médecin puis vous n'aviez pas d'assez bonnes notes? En fait, j'ai hésité entre les deux. Je vous avoue que quand j'étais jeune, je voulais être psychiatre. Wow! Et quelle mauvaise idée. Avec le recul, là, je crois que j'aurais pas eu le profil. Je suis un peu hypochondriaque là, à mes heures. Donc, je pense que la pharmacie, ça mélange l'aspect scientifique, mais la relation d'aide, puis la relation d'écoute aussi. Et on me dit souvent que ce qu'on apprécie dans ma jeune carrière politique, c'est la capacité d'écoute. Et clairement, j'ai pris ça en pharmacie. Parce qu'en pharmacie, on reçoit les gens souvent dans un état de panique ou en besoin. Puis on essaie de trouver une solution, mais basée sur ce qu'on entend seulement, pratiquement. Après ça, on consulte le dossier pharmaceutique. Mais la relation d'aide et d'écoute, ça me sert beaucoup, même si je ne suis plus un praticien, évidemment, de la pharmacie. Ça me sert beaucoup. Alors, et la profession a beaucoup changé dans les dernières années. On a maintenant de plus en plus d'actes qui permettent de faire des initiations de traitement, des prolongements d'ordonnances. Alors, les gens qui deviennent pharmaciens au Québec aujourd'hui ou en France, c'est des gens qui deviennent des professionnels de la santé de premier ordre, de première ligne, qui peuvent vraiment faire la différence. Puis moi, ça me rend extrêmement fier d'être partie de cette équipe-là. Mais c'est particulier quand même, parce que c'est vrai que quand on est pharmacien, les gens viennent nous voir avec une quantité de bobos, une quantité de douleurs. Des fois, c'est des douleurs physiques, des fois, bon, c'est vraiment du ressenti. Donc, vous êtes en contact avec l'humanité souffrante.
vraiment. Ça dit quelque chose aussi sur le choix que vous avez fait, cette spécialité-là plutôt qu'une autre. Ben, effectivement, on veut toujours changer le monde ou soigner le monde quand on décide de choisir les sciences de la santé, que ce soit les infirmières, les médecins, les pharmaciens. Et en pharmacie, ben, effectivement, on est au comptoir, puis on est en réaction à ce qui se passe. Donc, les gens arrivent avec une plaie ouverte, avec une crise de panique, avec un simple médicament renouvelé, puis il faut gérer le trafic. Puis il faut rassurer les gens. On veut toujours que le patient, quand il quitte, il soit mieux que quand il est rentré, surtout quand il vient pour une consultation. Et les pharmaciens font un travail exceptionnel. Donc, je n'ai pas l'intention d'être un lobby pharmaceutique en politique, mais il faut quand même que je lève mon chapeau aux pharmaciens parce que, premièrement, les pharmaciens sont les seuls professionnels de la santé qui, c'est bizarre à dire, ne peuvent pas sortir de leur bureau pendant qu'ils travaillent. On doit toujours avoir un pharmacien qui est disponible parce que les produits sont sous surveillance et contrôle pharmaceutique. Alors, un pharmacien, ça a l'air bête, mais il ne peut pas aller s'acheter un sandwich à côté quand il J'avais travaille. jamais pensé à Ben non, ça. ben les gens ne savent pas ça, mais c'est pour ça que souvent, le pharmacien, il mange en arrière du comptoir, puis il se fait amener un lunch, ou il amène son lunch, parce qu'on n'a pas cette liberté-là. On doit toujours quand ton nom est rentré dans l'ordinateur, tu es responsable de tout ce qui se passe dans la pharmacie. Donc, ça vient avec une charge vraiment importante, mais ça vient avec une gratification aussi importante. Vous dites gratification, c'est un petit peu ça, mais mon fil conducteur avec vous, c'est de comprendre comment le petit gars de Lévis a monté les échelons. Est-ce que vous aviez un plan de carrière? Est-ce que vous saviez, parce qu'après être pharmacien, vous allez chez Uniprix, mais vous montez les échelons vite, là, pour devenir vice-président exécutif. Vous saviez où vous vous en alliez? C'était prévu, tout C'était ça? pas très clair, mais c'était clair pour moi que je voulais pas seulement faire de la clinique. Alors, je vous vante tous les mérites là, des cliniciens pharmaciens, mais en même temps, moi, je voulais faire un peu de la politique puis un peu de management, si on veut, en santé. Alors, c'est pour ça qu'en même temps que mon bac en pharmacie, j'ai fait un certificat en économie. Puis tout de suite après, j'ai commencé un MBA à Montréal cette fois-là, puisque j'ai étudié à l'Université Laval à Québec, parce que je voulais davantage être dans la gestion du milieu de la pharmacie. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéressait Parce que là-dedans? je trouvais que ça mélangeait mes deux intérêts, c'est-à-dire que j'aimais beaucoup la politique, l'économie, mais je voulais aussi avoir la carte de visite et les connaissances d'un professionnel de la santé, parce que je pense qu'être un professionnel de la santé, c'est un privilège incroyable dans une vie. J'aime souvent dire que je trouve que dans la vie, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, il y a trois jobs principalement. Soit on soigne des gens, soit on leur apprend quelque chose, ou soit on leur vend quelque chose. Ça peut être une idée, ça peut être un concept, ça peut être un produit, un service. Ouais. Et j'ai eu jusqu'à présent dans ma vie la chance de faire les trois. Et ça m'amène une espèce de plénitude là, qui me rend très fier. Et mon frère, évidemment, était pharmacien. Mon frère a 11 ans de plus que moi, donc quand même un certain écart entre nous. Mon frère, lui, a choisi d'être propriétaire d'une pharmacie en Mauricie, donc l'aspect entrepreneur. Et moi, j'avais davantage d'intérêt pour l'aspect corporatif, donc de faire partie d'une organisation. Et c'est ce que j'ai pu faire chez Uniprix, où j'ai eu effectivement, je crois, 6 postes en 14 ans. OK. J'ai l'impression qu'il y a comme une ambition dévorante. Là. Vous dites 6 postes en 14 ans. Donc, il y a cette volonté-là de dire, ben, pourquoi être en bas de la pile si je peux être au sommet? Mais moi, j'adore les gens ambitieux. Là. Ben, j'ai pas une ambition démentielle ou dévorante, mais je connais mes capacités, puis j'ai toujours voulu aller au maximum de mes capacités et essayer de donner le maximum de ce que j'ai à offrir. Et en politique comme en affaires, il y a toujours une question de compétence, mais il y a une question de timing aussi. Et en politique surtout, je vous dirais, on pourra en reparler. Donc, à quel moment tu arrives dans une organisation, à quel moment tu arrives dans un parti politique, à quel moment tu arrives dans une situation X, et comment tu t'inscris là-dedans. Et pour ça, ça prend une capacité d'écoute, ça prend, moi, ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle, de reconnaître un peu dans quel milieu tu évolues, puis c'est quoi les opportunités, comment tu peux aider, comment tu peux pas aider. Et chez Uniprix, ben, ça a été un mélange, j'imagine, de succès, mais aussi de timing qui m'a permis d'avoir cette carrière-là dont, effectivement, je suis très fier. Alors, vous avez dit tout à l'heure, je ne suis pas là pour faire du lobbying pour la pharmacie, mais en même temps, vous le savez,
un des legs qu'on a de la pandémie, Ouais. c'est qu'il y a une grande partie de la population, puis il faut les écouter, ces gens-là, qui ont été très apeurés et très méfiants de ce qu'on appelle couramment le Big Pharma. Le Big Ouais. Pharma, ce sont les plus grandes corporations pharmaceutiques, des entreprises qui valent des milliards de dollars. Ouais. Je ne veux pas faire de jeu de mots avec votre nom de famille, mais qui valent des milliards de dollars, peu importe. Et donc, il y a une partie de la population quand même qui est méfiante par rapport au Big Pharma. Vous arrivez de ce milieu-là, parce que même chez National, vous travaillez donc en relations publiques dans le domaine de la santé. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui nous écoute et qui se dit « Ouais, Charles, il est un petit peu trop proche du Très bonne pharmaceutique. » question. Premièrement, je n'ai jamais travaillé dans une compagnie pharmaceutique. Je travaillais Oui. pour une chaîne de pharmacie, donc une grande nuance. Je faisais vraiment de la gestion des magasins, donc des 400 pharmacies Je comprends. d'Uniprix, et non dans la recherche et le développement. Je pense que c'est important de connaître les secteurs d'activité importants au Québec. La pharmaceutique en est un, mais je ne suis pas un représentant là, tout azimut de cette industrie-là. Cette industrie-là doit comprendre la capacité limitée du gouvernement à payer. Mais on a aussi besoin de recherche et de développement. Qu'est-ce qui fait que l'espérance de vie a augmenté dans les 25 dernières années? Bien, c'est beaucoup la recherche en santé. Alors, ça prend un équilibre et je pense que ce soit dans le secteur forestier, minier, pharmaceutique, ça prend des gens qui connaissent les secteurs d'activité autour de la table des décisions. Mais ma question était plus, Monsieur Milliard, des gens qui, par exemple, sont anti-vaccins Ouais. ou sont réticents ou craintifs par rapport au vaccin, puis on en a vu beaucoup tout à fait. pendant la pandémie. Comment vous les rassurez ou peut-être que vous ne pouvez pas les rassurer, mais qu'est-ce que vous leur dites pour... parce que vous allez peut-être vous retrouver dans la même situation que François On Legault, sait jamais. qui devait rassurer la population. Qu'est-ce que hypothétiquement, vous leur diriez quoi aux Québécois? Puis je pense qu'il faut saluer, je l'ai fait souvent, le travail de M. Legault durant la pandémie. C'est pas facile. Je ne sais pas si quelqu'un aurait fait mieux dans les situations. Le bénéfice, c'est que s'il y a une prochaine pandémie, on va apprendre de la précédente. Vous pensez vraiment? J'espère bien, parce que, écoutez, il y a eu des leçons quand même à apprendre là-dedans. Mais je vous dirais que la question des vaccins, évidemment, je suis un scientifique, je suis favorable à la vaccination de façon générale, mais je comprends qu'il y a des inquiétudes. Il faut pas mépriser ces gens-là, il ne faut pas les attaquer, il faut avoir une posture d'écoute et essayer de comprendre les limitations. Dans la pandémie, ça a été difficile parce que tout le ciel nous tombait sur la tête, là, comme on dit dans Astérix. Alors, moi, ce que je peux leur promettre, c'est d'être un professionnel de la santé en politique qui va être à l'écoute. Et c'est ce qu'on fait quotidiennement en pharmacie ou dans les cabinets de médecins. Mais disons que c'est une page de l'histoire du Québec qui n'a pas été facile, c'est évident. Mais je trouve Puis il y a ça... Dr Cécile Tremblay qui est candidate aussi pour nous, qui a été une porte-parole importante durant la pandémie, qui a aussi contribué. Mais vous avez utilisé mépriser, le mot mépriser. Vous considérez qu'il y a une partie de la population qui a été méprisée à cause de ses croyances ou à cause de ses préférences? Oui, je pense qu'il faut nommer les choses. Et je pense que quand on veut être en politique, puis je ne veux pas changer de sujet, mais quand on est en politique, le but ultime, c'est de parler à tout le monde. Moi, je souhaite être premier ministre du Québec, donc je souhaite parler aux gens qui ne voteront pas pour moi, parce que je vous annonce que tous les Québécois ne voteront pas pour moi en octobre prochain. Et c'est pour ça que dans mon discours, j'essaie déjà de parler à mes opposants d'aujourd'hui, parce que le but, c'est de rassembler, c'est d'unir les gens. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde, mais s'il y a des gens qui ont eu des inquiétudes particulières durant la pandémie ou qui en ont sur le dernier budget ou sur un paquet de choses, mais il faut écouter ces gens-là, puis il faut aller les chercher, un par un parfois. Puis des fois, c'est pas facile, c'est pas toujours possible, mais les politiciens doivent tendre à rassembler les gens, et on a quand même eu plein de contre-exemples dans les dernières années. Quand on regarde votre parcours, donc on a parlé des études en pharmacie, pharmacien, Uniprix, il y a une suite logique. Aller chez National, travailler dans le domaine de la santé, il y a une suite logique. Là, après, vous vous en allez à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Félicitations à vous, mais c'est comme un... Ouais. C'est très surprenant. C'était quoi votre motivation à ce moment-là? On me pose rarement cette question-là, c'est intéressant. Premièrement, déjà le départ d'Uniprix après 14 ans, j'étais quand même dans des souliers confortables, j'étais maître de mon district, je gagnais bien ma vie, mais j'avais 36 ans, puis j'avais envie de faire d'autres choses. Alors j'ai sorti de cette cage dorée-là, si je peux m'exprimer ainsi, parce que j'avais vraiment envie de faire d'autres choses de ma vie. Alors je suis allé travailler en consultation. Pas toujours facile, la consultation. On est tous des petites PME qui doivent recruter des clients. Mais je dis souvent que ça m'a déniaisé, dans le sens que ça m'a amené dans la faune
du centre-ville et ça m'a permis de développer un nouveau réseau. Et j'aurais jamais eu cet emploi-là à la FCCQ si j'avais pas fait un passage dans un secteur plus diversifié comme la consultation. Et pour ce qui est de la FCCQ, ben, je pense que c'est mon côté politique là, qui commençait à piaffer un peu, là, puis Ah oui, à avoir envie 36 de ans. sortir. Oui. Ben là, maintenant, c'était à 40, je ne sais plus à quel âge, là, mais en 2020, où j'ai eu cet emploi-là à la Fédération, 41 ans. Et donc, là, c'était vraiment une envie de parler d'autre chose que de la santé. Parce que j'avais travaillé pendant 15-16 ans dans le milieu de la santé. Et je suis toujours très fier de ça. Mais là, j'avais envie de parler de transport, j'avais envie de parler d'économie, j'avais envie de parler d'éducation, de chambre de commerce, d'entrepreneuriat. Et donc, cette opportunité-là est arrivée. C'était un concours où, bien honnêtement, je pense que j'avais des compétiteurs qui étaient des gens beaucoup plus connus que moi. Mais le conseil d'administration a fait le pari de prendre quelqu'un qui a amené un certain renouveau, j'imagine, une certaine fraîcheur. Et ça a donné ce que ça a donné. Puis ça a été un propulseur pour moi et ça m'a permis surtout d'aller partout au Québec pendant 5 ans. Ça fait pas 3 mois que je me promène partout au Québec. Ça fait 25 ans pour Uniprix, mais ça fait 6 ans à temps plein avec la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je connais toutes les chambres de commerce au Québec. J'ai participé à tous les galas, toutes les suprêmes de poulet partout au Québec. Je les ai faits. J'ai fait beaucoup de kilomètres. J'ai mangé beaucoup d'asphalte et ça me sert aujourd'hui, puis ça m'anime aussi, surtout. Qu'est-ce que vous avez découvert en vous promenant partout à travers le Québec? Puis je reviens à votre formation de pharmacien. Le remède de cheval Ouais. dont le Québec a besoin, c'est Ben, quoi? le Quand vous premier regardez, quand vous faites le diagnostic en professionnel de la santé, là, il est malade de quoi, le Québec? Ben, premièrement, le Québec, c'est magnifique, mais c'est très différent. Il faut on arrête de penser il y a un Québec, mais il y a plusieurs réalités. Je dis souvent aux gens quand je vais en Abitibi-Témiscamingue, tu sais, quand vous lisez, par exemple, le Journal de Montréal ou la Presse Plus, quelle partie du journal vous intéresse vraiment? Quelle partie vous concerne, vous, en Abitibi? Puis c'est une faible proportion. Parce que la réalité, elle est très On est différente. trop Ben, montréalo-centriste écoutez, ou québécois-centriste? j'habite depuis 2 ans en Estrie, Oui, on à en parlera North-Atlee, ouais. peut-être, et je réalise à quel point la vie est quand même organisée Québec-Montréal. Hein, il faut vivre à l'extérieur pour s'en rendre compte. Je me plains pas, Mais c'est pour ça mais que vous dites, je suis un fédéraliste, un nationaliste et un ben, régionaliste. Les régions, c'est important être pour régional, vous? c'est crucial. Puis j'ai tellement voyagé partout au Québec que je comprends cette réalité-là. Je dis pas que je connais tout, mais la réalité des agriculteurs au Bas-Saint-Laurent, des gens du secteur minier en Abitibi, puis de vous et moi sur le plateau Mont-Royal ici aujourd'hui, c'est très différent. Et je trouve que dans le discours politique, on aime beaucoup les régions quand viennent les élections, mais après, c'est rare qu'on entend parler d'agriculture, de pêcherie, de minier dans le quotidien des choses. Or, ça fait vivre la moitié des régions au Québec et donc une grande proportion des gens qui nous écoutent en ce moment. Alors, ces gens-là doivent se sentir inclus dans le discours québécois. Puis moi, je pense que cette déconnexion-là, elle s'est accentuée dans les 8 dernières années. Et on a besoin de retrouver quelqu'un qui veut reconnaître cette réalité-là, puis qui a envie justement de se promener partout au Québec, puis de sentir que tous les gens partout au Québec se sentent concernés par la politique québécoise. Si vous Vaste pouviez... projet. Oui, vaste projet. On a commencé en parlant de votre enfance puis de votre vie à Lévis. Vous avez 46 ans. Si vous pouviez parler au petit gars, au petit Charles de, je sais pas, 16, 17 ans, là, juste avant qu'il commence à travailler pour le Parti libéral, vous avez commencé à 18 ans, puis qu'est-ce que vous lui diriez par rapport à ce que vous êtes devenu? Vous connaissez la chanson de Daniel Boucher, « Deviens-tu ce que tu as voulu? » Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous êtes devenu Je ce pense que que je vous suis aviez... devenu, oui, je pense que je suis devenu, j'ai eu plus d'accomplissements que je pensais, bien Oui? honnêtement, là, parce que je suis devenu chef du Parti libéral du Québec. J'aurais pas pensé ça à 16 ans. Là. Je me suis pas levé tous les matins avec ça en tête. Pas du tout. Je suis pas Nicolas Sarkozy, là, à titre d'exemple, pour ceux qui le connaissent. Mais les événements ont fait en sorte que ma formation politique avait besoin d'un certain renouveau. J'avais envie, dans ma carrière, de faire une cassure puis d'essayer autre chose. Alors, cette opportunité-là s'est présentée. Mais je lui dirais, au Charles de 16 ans, je lui rappellerais les vertus de la patience. Des fois, de prendre le temps avant de prendre des décisions, de réfléchir, de donner du temps au temps. Parce qu'en vieillissant, on se rend compte que c'est rare que quelque chose est extrêmement urgent. C'est rare qu'on a besoin de prendre une décision en 5 minutes. Et j'essaie d'appliquer ça en politique. C'est pas facile parce qu'on a une presse parlementaire qui est assoiffée de réponses, mais donner des réponses sur des grands projets de société en 5 minutes parce que mon adversaire a décidé de changer d'idée,
Je trouve pas ça responsable. Alors, j'essaie d'appliquer ça, mais clairement, à 16 ans, j'étais cette personne-là plus nerveuse qui voulait tout de suite. Et je pense qu'il faut laisser du temps au temps. On va prendre une petite pause, Charles Milliard, et quand on va revenir, je veux qu'on parle de cette époque où vous étiez très présent dans les médias. Oui. Puis ça va rappeler pas mal de souvenirs à plein de monde, entre autres à Deux filles le matin. Je sais que c'est surprenant, mais on va en reparler après la Très pause. bien. Rebonjour, Charles Milliard. Bonjour. Alors, on a une chose en commun, vous et moi, on est tous les deux membres de l'Union des artistes. Alors, on a même votre fiche de l'Union des artistes. Les gens, même mes collègues dans la salle des nouvelles, ici à TVA, LCN, étaient surpris de savoir ça. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans le même syndicat que Guylaine Tremblay puis Ben oui, voilà. Serge Postigo? C'est une anecdote intéressante. Oui. Ben, effectivement, j'ai eu le privilège de faire beaucoup de chroniques à la télé dans les années 2008 à 2015, je vous dirais. Entre autres à Deux filles le matin, mais aussi à l'émission Les Docteurs. J'ai fait tous les Oui, les trois réseaux. tous les trois réseaux à Oui. l'époque V. Oui. Et donc, mais particulièrement Deux filles le matin, où pendant 4 ans, j'ai fait des chroniques avec Mélanie Ménard, avec Isabelle Racicot, il y avait Maude Guérin aussi à l'époque. Donc, ça a été vraiment un privilège là, de tous les instants, mais je devais ramasser des crédits de l'UDA. Vous savez comment ça fonctionne. Et donc, je suis devenu rapidement membre. D'ailleurs, j'ai plusieurs amis comédiens qui étaient jaloux de la vitesse à laquelle j'avais ramassé mes crédits, en se disant que je le méritais moins qu'eux. Mais donc, ça m'a amené à devenir membre de l'Union des artistes. Mais évidemment, je ne participe pas aux activités de l'Union. Mais c'est quelque chose dont je suis fier parce que, évidemment, c'est nos artistes, on les aime. Mais c'est surtout que à l'époque, ce que vous faisiez, c'était de la vulgarisation, de la pédagogie. Qu'est-ce que ça vous a apporté comme ça de parler aux Québécois? C'est une émission hyper regardée, Deux filles le matin. Donc, de mettre en termes simples des concepts compliqués, ça vous a apporté quoi? Ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, je vous dirais. Parce que faire de la télé, évidemment, je ne vous cacherai pas que ça me sert, cette expérience-là que j'ai eue dans les médias auparavant. Mais c'est aussi de rentrer dans la maison des gens, puis d'avoir des gens, je vous dirais surtout des dames, parce que Deux filles le matin, c'était le public cible, qui me croisaient après, puis merci pour cette histoire-là. Puis là, grâce à ça, je suis allé rencontrer le pharmacien, j'ai essayé ton petit truc, ça a fonctionné. Tu sais, c'est quand même très valorisant, très gratifiant, encore une fois. Et c'est vraiment une façon d'entrer dans la vie des gens que j'ai trouvé très intéressante. Puis la santé, ben les gens, en santé, il y a toujours un déficit de connaissances. C'est comme quand moi, je vais au garage, le garagiste en sait plus que moi. Mais quand quelqu'un vient en pharmacie, en théorie, le pharmacien en sait plus. Donc, de pouvoir partager ces connaissances-là, c'est un privilège. Il n'y a pas d'autre mot. Mais vous êtes allé récemment à l'émission Sucré-Givré. Oui. Ici à TVA. Et Lambert Drainville, qui est le fils de Bernard Drainville, faisait une entrevue avec vous. Vous ne saviez pas? Et c'est parce que je ne m'attendais tellement pas à ça. Et bref, il vous a montré un extrait d'une de vos émissions et vous êtes devenu très ému. Et on n'est pas habitué de vous voir comme ça. Vous étiez comme un peu déstabilisé. Pourquoi ça vous a ému à ce point-là de revivre ces années-là? C'est des beaux souvenirs. Je suis quelqu'un qui peut devenir émotif assez facilement parce que je suis proche de mes émotions. Je suis quelqu'un qui vit la vie, je dirais. Mais ça m'a rendu émotif parce que c'était des années dorées pour moi, là, de privilège de m'en aller à TVA, enregistrer des chroniques, de s'en faire parler ensuite, comme je vous disais. Donc, c'est quelque chose de très, très valorisant. Donc, c'est plus par rapport au bonheur que je ressentais à l'époque qui revenait un peu, si on veut. Mais vous disiez que ça vous a appris à prendre confiance en vous. Ça veut dire qu'avant, évidemment, dans vos autres fonctions, vous aviez peut-être une certaine timidité où vous étiez moins... parce que parler à la caméra, ça demande quand même une haute opinion de soi-même. Oui, puis beaucoup d'abnégation sur l'apparence. On est toujours le pire juge de soi-même. Hein? Je ne vais pas apprendre ça à des gens qui font de la télé. Mais j'ai toujours été impliqué. J'étais dans l'association étudiante, le typique là, gars qui est un peu impliqué dans tout. Mais passer de l'autre côté de la caméra, c'est quand même un privilège que peu de gens ont. Alors, j'en ai profité au maximum, puis j'ai pris les apprentissages qui venaient avec ça. Alors, quand on parle de l'image, évidemment, on doit aussi parler de la
caricature. Parce que dans toutes les autres fonctions que vous avez occupées avant, vous étiez quand même protégé d'une certaine façon. Tu sais, il n'y a personne qui se levait le matin pour vous caricaturer. Maintenant que vous faites de la politique, évidemment, les caricaturistes s'en donnent à cœur joie. Donc, je veux qu'on parle un petit peu de ça avec vous, voir aussi si vous avez le sens de l'autodérision puis le sens de l'humour. Donc, je vous propose une première caricature qui a été faite de vous. Alors, bon, c'est en anglais, mais ça dit, selon un récent sondage, plus de 3 Québécois sur 5 ne sont pas capables d'identifier le nouveau chef du Parti libéral. Puis là, bon, les 2 autres photos, c'est des photos de personnages qui ont évidemment strictement rien à voir avec vous. Donc, vous êtes conscient que ce déficit de notoriété, ça fait rire les gens quand même. Oui, puis ça me fait rire moi aussi. Ça vous dérange bien pas? Honnêtement. Ouais. Puis évidemment, un bon matin, il y aura une caricature qui va me toucher plus qu'une autre. C'est normal, les politiciens qui vous disent que ça leur fait rien, c'est pas vrai. C'est notre image qui est représentée, donc c'est normal. Mais on peut pas penser faire de la politique, puis encore moins être chef d'un parti politique, puis encore moins au Québec, puis penser qu'on ne fera pas l'objet d'une risée ou d'une caricature. On sait que c'était un sport national, les caricatures au Québec, c'est très important. Il y a des livres à chaque année qui se vendent très bien d'ailleurs. Donc, il faut accepter ça. Et si ce que les gens ont à me reprocher, c'est de ne pas être connu, écoutez, c'est pas si mal là, comme bilan. Oui, mais j'en ai d'autres. Vous en avez d'autres? Parfait, parfait. Je me doute bien que vous en avez Alors, d'autres. je vous en propose une autre. Alors, mes collègues vont la montrer. Alors, Charles Milliard et le français, l'art de s'enfarger dans les fleurs du tapis, parce que, bon, évidemment, à un moment donné, vous aviez laissé entendre qu'il y avait 2 langues officielles au Québec. Bonjour, hi, je vous apprends qu'il y en a juste une. Donc, c'est que les caricaturistes ont le don de, en une image, de synthétiser quelque chose. Cette caricature-là, est-ce qu'elle vous a dérangé? Je vais vous avouer que je pense que c'est ma préférée. Parce que j'ai trouvé que c'est elle qui encapsulait une situation que je peux juger juste ou injuste, mais c'est là tout le talent des caricaturistes. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les caricaturistes. Alors, évidemment, sur cette question-là, vous savez très bien que je sais très bien qu'il y a une langue officielle au Québec. Je m'adressais à l'époque à un média canadien-anglais, donc j'ai fait référence aux 2 langues officielles du Canada. Je vous rappelle que ma mère est prof de français, donc c'est sûr que j'ai pas trouvé ça juste comme situation, mais c'est la politique. Si je m'en vais chez nous, puis je suis frustré ou que je me victimise, il y en a d'autres qui font ça, j'ai pas envie de jouer là-dedans. Moi, j'ai envie de répondre par des propositions, par mon attitude, par les candidats que j'annonce. Alors, c'est une excellente caricature, pour être bien honnête. D'ailleurs, c'est particulier parce que vos parents parlent pas du tout anglais. Pas un mot. Pas un mot. Pas un mot. Puis c'est bien correct comme ça. Ben, il faut dire qu'à Lévis, c'est pas comme si on habitait au centre-ville de Montréal. Ben non, effectivement. Centre-ville de Montréal, si on ne parle pas anglais, on n'est même pas capable dans certains commerces de se faire servir. Vous êtes toujours très souriant, Charles. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous choque, qui vous met en colère? Oui. C'est-à-dire que je suis inquiet du déclin du français Ça, c'est au votre Québec. face de Charles Milliard Ben, fâché. je suis pas de nature bougonne. Alors, Oui. si quelqu'un veut un politicien qui a la bête, vous irez voir ailleurs, là, parce que je suis pas comme ça. Oui. Alors, moi, je suis de nature plus optimiste dans la vie. Évidemment, il y a des événements qui sont plus tristes dans la vie, puis je peux réagir différemment, mais je vais pas me décrocher le sourire parce qu'il y a des gens qui trouvent que je souris trop. Alors, Oui, ça, il faut que ça soit clair. Mais sur la question... Sur la question du français qui est menacé quand même au le Québec... le français est en déclin, particulièrement à Montréal. Ça m'inquiète. La différence, c'est que je pense que les solutions de la Coalition Avenir Québec ne sont pas les bonnes. Alors, je vais proposer des solutions qui seront différentes et je vais laisser les Québécois juger. Et je pense que c'est faire appel à leur intelligence que de leur demander de choisir entre différentes propositions. Le Parti québécois a une vision, la Coalition Avenir Québec semble avoir une vision, j'aurai une vision, et les gens choisiront. Le reste, c'est des jambettes politiques, c'est l'arène politique, c'est l'environnement que j'ai choisi. Alors, je ne vais certainement pas me victimiser de ça, mais je suis très inquiet et je vous rappelle que je suis le chef du parti qui a instauré le français comme langue officielle au Québec. Alors, je suis très fier de cet héritage-là. La loi 22? Effectivement, 74. Bon. Déjà. D'ailleurs, c'est un portrait, une photo de Robert Bourassa et Jacques Parizeau que vous avez longtemps eu sur les murs de votre bureau. Est-ce que c'est encore le cas? C'est à la maison maintenant, à la maison, dans maintenant? le salon. C'est une photo prise en 87 dans un gala à Montréal, au Château Champlain, pour ne pas le nommer. Et on voit les 2 personnes, M. Parizeau, M. Bourassa, se serrer la main. Et on voit toute la complicité dans l'adversité. On sait très bien que c'était 2 opposants.
Mais j'ai des gens, John Parizella, pour ne pas le nommer, qui m'ont raconté beaucoup d'anecdotes sur cette complicité-là qu'ils avaient en disant, ben c'est mon adversaire, mais je veux qu'il se prépare bien pour pouvoir répondre à tel projet de loi parce que c'est bon pour le Québec qu'on ait les deux versions de la médaille. Et moi, j'aimerais bien qu'on retrouve ça au Québec. Comme on dit, ça prend 2 personnes pour danser, ou 3. Mais j'aimerais bien qu'on retrouve cet esprit-là au Québec de, oui, on est des opposants, mais on n'est pas des ennemis. Et il y a des gens qui trouvent que je suis fleur bleue de dire ça. Je persiste à signer qu'on peut avoir davantage de bienveillance en politique québécoise. Puis quand on regarde ce qui se passe, évidemment, c'est à la scène internationale, puis juste aux États-Unis, les Québécois sont abreuvés en écoutant LCN, entre autres, de nouvelles négatives partout. Et il y a moyen au Québec d'essayer de changer ce paradigme-là le plus possible. En tout cas, moi, je m'attelle à ça. Est-ce que c'est le côté pharmacien? Parce qu'on peut sortir le gars de la pharmacie, mais on ne peut pas sortir la pharmacie du gars. Ouais. Par définition, un pharmacien, c'est quelqu'un qui rassure. Est-ce que c'est cette fibre-là qui fait en sorte que vous dites, ben moi, je suis pas quelqu'un là, de grognon puis qui va se fâcher, mais c'est ce côté-là rassurant du pharmacien J'en suis venu à vous? cette conclusion-là qu'on ne peut pas sortir le pharmacien du gars parce qu'on nous apprend tellement dans la capacité d'écoute, les techniques de communication, l'empathie. Si On enseigne ça en pharmacie? Bien sûr, puis je l'ai Oui. moi-même enseigné pendant 2 sessions à l'Université de Montréal dans les années 2010-2012. On enseigne l'empathie. On enseigne des cours de communication en pharmacie, donc des techniques d'écoute active. Donc, comment reformuler une inquiétude, comment faire un reflet d'une situation, comment résumer une situation. C'est des techniques qui sont utiles pour les services d'écoute aussi, pour les pharmaciens. Oui, c'est quelque chose qui s'enseigne. Après ça, il y a des sensibilités qu'on a ou qu'on n'a pas. On ne fera pas rentrer un carré dans un rond aussi avec tout le monde. C'est pas tout le monde qui a une capacité d'écoute, un intérêt à sauver le monde. Mais je pense que ce sont des valeurs qu'on doit avoir davantage en politique. Après ça, la politique, c'est pas de la danse sociale, puis c'est pas, je me pars pas un spa Oui, non ça, plus. c'est la là. ligne que vous sortez à tous vos Ah interviews. oui, hein? Oui. Mais- Moi, je veux pas de cassette aujourd'hui, Charles. OK, Bon. retirez. Je vais vous dire d'abord, je m'ouvre pas un spa. Là. Donc, OK, je sais parfait. que c'est pas toujours facile et relaxant, mais l'approche qu'on a est importante. Puis moi, je vous rappelle, puis je termine là-dessus, ce qu'on lit dans les journaux, là, les journalistes, ce que vous rapportez, c'est ce que vous avez entendu à quelque part d'un politicien ou d'un décideur. Alors, le ton que les politiciens donnent est important. Alors, moi, je dis souvent dans les meetings, évidemment, plus militants, imaginez-vous un premier ministre ou un gouvernement qui parle pas négativement des méchants syndicats, du méchant Canada, des méchants médecins qui, apparemment, dans les 8 dernières années, ont causé tous les problèmes du Québec, puis qu'on parle différemment de ces sujets-là, bien, ça va influencer le ton du discours public et ça va changer la donne. Et moi, je pense que les Québécois ont besoin de ça. Donc, on va voir la naissance du ton milliard. Très intéressant. On va prendre une petite pause, Charles Milliard, et après la pause, ben, vous allez m'apporter l'objet qui vous représente Oui. et qui vous définit. C'est peut-être une petite pilule, une petite granule. Je ne sais pas si c'est votre chanson préférée du répertoire québécois. On verra. On va voir ça après la pause. Charles Milliard, je demande à tous mes invités d'apporter un objet qui leur ressemble et qui les définit. Donc, jusqu'ici, dans ma série, mon premier invité, c'était Éric Duhem qui est arrivé avec des souliers de jogging pour nous parler de la politique qui est un marathon. Ouais. Vous, quel objet vous m'avez Mais apporté? écoutez, ce n'est pas, c'est ça ici. Ah! Alors, écoutez, évidemment, c'est un mortier et un pilon qui est le symbole du pharmacien. pharmacien, mais celui-là vient particulièrement d'une de mes très bonnes amies qui me l'a offert, qui vient du Cachemire, Ah! qui a été fait à la main par... Donc, une par- région de l'Inde, ça? Effectivement, entre l'Inde et le Pakistan. Oui. Et ça fait partie de ma collection. Moi, j'ai plusieurs mortiers et pilons à la maison. Et ça témoigne, bon, évidemment, de l'intérêt pour la profession de pharmacien, mais aussi de l'histoire, de l'évolution de la pharmacie, parce que bien sûr, les pharmaciens maintenant sont plus ou très peu souvent avec leurs mortiers et leurs pilons. Mais c'est aussi une façon pour moi de parler de mon amour des voyages aussi, parce que j'ai eu le privilège de faire quand même beaucoup de voyages dans ma vie. J'ai moins le temps maintenant, puis c'est bien correct. Mais c'est important de l'influence des différentes cultures. Donc, évidemment, il y a des particularités qui sont propres à la région qui font Il est tout sculpté, il est effectivement, magnifique. c'est une des plus belles pièces que j'ai, en fait. Donc, Alors, c'est qu'avant, parce que maintenant, j'imagine c'est différent, mais on prenait, disons, les ingrédients pour créer Ouais. un médicament. Puis on à la faisait base, plom, les plom, plom, pharmaciens comme étaient ça. des apothicaires, donc Oui. on prenait des herbes naturelles. Hein. Les médicaments se sont inventés parce qu'on avait dans la nature, puis en faisant des mélanges, tout ça. Donc, il y a quelque chose
d'un peu poétique là-dedans, parce qu'évidemment, ça a beaucoup changé. Mais c'est important, puis c'est important l'histoire aussi. Moi, je suis un passionné d'histoire. Bon, ici, l'histoire de la pharmacie, mais l'histoire politique aussi. Moi, je pense que puiser dans le passé pour influencer le futur, je crois beaucoup à ça. Ouais. Votre personnage historique au Québec qui est le plus important, le plus cher à votre cœur, ce serait qui? Ben, vous allez m'accuser de répéter encore, mais c'est Robert Bourassa quand Ah même oui? pour moi, parce que je pense que c'est un personnage qui a bien vieilli avec le temps et qui a essayé vraiment de rassembler les Québécois le plus possible, même ceux qui étaient diamétralement contre sa politique. Il a toujours eu une approche d'ouverture. Et il y a des chefs dans d'autres partis politiques qui ont été comme ça aussi, donc c'est pas chauvin comme... mais j'ai vu sa fille récemment. J'ai eu l'occasion de parler avec sa fille. Et, euh, et quand on est un amateur d'histoire de politique, alors évidemment, là, c'est la totale. Oui. Alors, bon, l'entrevue, il nous reste plusieurs minutes, puis les auditeurs auront remarqué que jusqu'ici, on n'a pas parlé de votre orientation sexuelle parce Oui. que je considère que ça fait partie de vous, mais ça n'est pas évidemment ce qui vous définit. Par contre, récemment, il est arrivé quelque chose. C'était la journée pour contrer l'homophobie et vous avez choisi de montrer aux Québécois le type d'injures et d'insultes et de propos diffamatoires que vous Oui. receviez. La semaine dernière, j'ai reçu ici même Éric Duhem et quand on a diffusé l'entrevue avec Éric Duhem, qui est lui aussi homosexuel, j'ai été horrifiée, Charles, Mm. horrifiée de voir les insultes que je répéterai pas ici, que les gens ont lancées à Éric Duhem. Mhm. Pensez-vous que les Québécois sont prêts à avoir un premier ministre homosexuel, que la première dame soit pas une première dame et que ce soit un premier monsieur? Est-ce que vous pensez que le Québec est rendu là? Moi, j'aimerais... Mais quand je vois la déferlante de haine, Ouais. j'ai un doute. Écoutez, moi, je suis convaincu que oui, mais je Oui? suis convaincu qu'il faut aussi dire la vérité aux Québécois. Donc, effectivement, c'est pas un sujet duquel je parle très souvent, mais je l'ai fait moi-même proactivement. Alors, vous faites bien de me poser la question parce que je savais que ça ferait réagir, évidemment. Gabriel Attal aussi l'a fait en France. Il est candidat pour être président de la République française. Donc, c'est pas quelque chose qui définit uniquement qui je suis, c'est une partie de moi. Et quand on décide de faire de la politique, quand on décide de faire de la chose publique, on peut pas penser que tout ne sera pas public. Alors, pour moi, c'est important de faire cette déclaration-là. Après ça, je pense que le reste m'appartient, puis c'est ma vie privée, puis ça intéresse pas vraiment les gens, je l'espère. Mais il faut dire quand même la vérité aux Québécois qu'il y a une recrudescence des propos haineux au Québec. Et moi, je l'ai mentionné comme gay, mais je peux vous dire que pour les femmes, pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes de différentes communautés culturelles, c'est pas beaucoup plus intéressant Parce que... que ce que moi je peux vivre. Oui. Et moi, je veux rassurer, je ne veux pas rassurer les gens, mais moi, je ne consulte jamais là, ces commentaires-là. J'en ai choisi Ce sont quelques-uns des gens avec qui vous les l'équipe, rapportent. mais pour moi, ça n'influence pas mon quotidien outre mesure en ce moment. Je dis pas, je ne néglige pas cette importance-là, mais pour moi, ça fait partie du personnage. Puis je pense que Éric, on m'a mentionné qu'Éric avait aussi mentionné ça la semaine passée, parce que les politiciens, on est des adversaires, mais on peut se parler quand même à micro fermé. Bien sûr. Et je fais beaucoup la distinction entre qui je suis comme personne, puis le chef du Parti libéral. Je sais très bien, quand je regarde les gens qui ont une opinion défavorable de moi, puis on espère que ça va baisser, évidemment, mais il y a des gens qui auraient une opinion défavorable, pas à cause de moi, pas à cause de ce que je fais le soir, à cause que je suis le chef d'un parti Mhm. qui ne les intéresse pas par rapport à un autre parti. Fait que je suis capable de faire cette différence-là. Je vous avoue qu'il y a des soirées où ça peut être plus difficile que d'autres, où il y a des situations qui arrivent, mais je me victimise pas là-dedans. Mais de toute évidence, j'ai une façon d'aborder ça qui est différente de M. Duhem parce que lui semblait croire que j'avais pas besoin de faire ça. Puis je sens pas le besoin de le faire tous les jours. Mais les Québécois doivent savoir qu'il se dit des choses dégradantes sur les réseaux sociaux. Et si d'aventure, il y a des gens qui ne s'abreuvent que juste aux médias sociaux Mm. pour se faire une opinion sur la vie, bien, premièrement, c'est une très mauvaise idée. Puis deuxièmement, ben, c'est pas porteur d'espoir pour la jeunesse. Et à chaque message négatif que j'aurais pu recevoir, j'en ai aussi reçu un, parfois deux, qui sont des messages où me dire, écoutez, je vous regarde, puis que ce soit pour mon fils, ma fille ou moi-même comme jeune de 22 ans, sachez que c'est extrêmement lumineux
ce que vous faites. J'ai eu ce commentaire-là récemment. Alors moi, je choisis justement dans cette bienveillance-là de regarder le verre à moitié plein davantage. Puis de regarder la lumière. Mais j'ai ici... attendez. Ouais, ici. Voilà, je me mélange dans mes petits papiers. Dans une entrevue que vous aviez accordée au magazine Fugue, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magazine pour la communauté gay. Donc, le magazine Fugue, en 2025, vous disiez, votre regard sur le monde, on vous demandait est-ce que votre regard sur le monde est influencé par le fait que vous appartenez à une minorité. Et vous avez répondu, quand tu fais partie d'une minorité, tu vois le monde différemment. Donc, en fait, c'est pas tellement que vous soyez gay qui a une importance et qui vous définit, c'est le fait qu'en étant une minorité, vous êtes sensible au sort d'autres minorités. C'est peut-être plus ça. Je pense, sans faire de psychopop, je pense que oui, quand tu as une conscience que la majorité est différente de toi, que ce soit au niveau, évidemment, bon, là, on parle d'orientation, mais que ce soit au niveau linguistique, culturel, le français minoritaire en Amérique du Nord. Donc, ce sont tous des contextes de minorité qui font qu'on a une perception, je pense, plus bienveillante ou en tout cas plus ouverte à la réalité des autres. Alors, ça ne fait pas de nous des gens, ça ne fait pas de moi quelqu'un de parfait, assurément pas. Mais c'est sûr que ça m'influence. Donc, quand je vois des injustices dans d'autres secteurs d'activité ou chez d'autres communautés, bien nécessairement, de par ma nature, je suis ouvert à trouver des solutions. Puis c'est ça le rôle des politiciens, Mme Durocher, c'est d'essayer de trouver des solutions. Elles ne sont pas toujours parfaites, mais il faut arrêter de faire des clivages puis essayer de rassembler les gens. Je comprends que c'est payant politiquement, des fois, d'être électoraliste puis de parler à certains groupes, mais nos élus, en bout de ligne, le 6 octobre prochain, il va falloir qu'ils parlent à tout le monde. Il va falloir qu'on essaie de rassembler. Comme on a essayé, on a parlé de la pandémie tout à l'heure, il faut rassembler les gens qui ont des opinions différentes. Il faut faire la même chose pour la nation québécoise. C'est pas facile, mais c'est pourtant le projet de ma vie, puis je vais y mettre tous les efforts possibles. Rien de moins que le projet d'une vie. Alors, on a commencé l'émission en parlant du fameux chiffre de 64 % des gens qui ne vous connaissaient pas. On ne l'a peut-être pas amené à 0 %, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens ce soir qui vous ont découvert. Donc, Charles Milliard, merci beaucoup d'avoir été là. Que le meilleur gagne et que les gens se prononcent pour les élections du 5 octobre. Mais merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de venir nous parler dans le blanc des yeux. J'avais une question pour vous. Là, je prends du Synthroïde tous les matins. Pouvez-vous me donner des conseils là-dessus? On va utiliser votre dossier de façon confidentielle, mais merci pour la qualité de cet échange-là. J'apprécie beaucoup. Très gentil. Merci beaucoup.